Bonjour, bonsoir. Au fil du temps, on reçoit aujourd'hui Dorcy Ruganga, qui est rwandais. Il est acteur, dramaturge, écrivain et il dirige aussi un centre d'art à Kigali. Il est là pour sa pièce de théâtre Les Restes Suprêmes. Bonjour Dorcy Ruganga. Bonjour. Vous êtes acteur, dramaturge, écrivain, directeur de centre d'art à Kigali. D'où vous puisez votre énergie? Est-ce que vous avez mis au point une composition pharmaceutique énergétique? J'espère que jour on aura des remèdes un peu comme ça, mais c'est plutôt plus dans le désir aussi. L'art, c'est une question de plaisir et d'envie et de désir. Si j'ai évoqué la pharmacie, c'est que je me demande bien, mais qu'est-ce qu'un pharmacien, quand même de formation, vient faire dans le domaine du théâtre des arts? Oui, mais j'ai commencé ma vie d'artiste tout jeune en tant que danseur dès l'âge de 8 ans. Et la scène a toujours été quelque chose qui m'appelait. Et puis après, j'ai dû faire des études universitaires, mais qui ne correspondaient pas vraiment à mes envies. Une fois que je les ai terminées, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais quand même plutôt faire la carrière dans ce qui correspond à mon désir, justement. Ça a été facile le choix ou un peu douloureux parce que entre le désir de vos parents de vous voir pharmacien et c'est celui de... Bien sûr, on est souvent découragé par les gens qui ont peur. On se fait peur soi-même aussi. C'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Donc il y a beaucoup de gens qui arrêtent en cours de route. Mais c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Voilà, ça n'a pas été facile, mais après la route est belle quand même. Assurément. Ce n'est pas Umurinzi qui vous amène ici, puisque vous l'avez présenté ailleurs, mais aujourd'hui, dans la Biennale, c'est plutôt Les Restes Suprêmes qui vous a amené ici à faire une série de prestations cette année. Et au fil du temps, j'aimerais bien savoir si tout bébé, déjà, la bibliothèque de votre papa était votre couffin. Sans doute, oui. Effectivement, il y a quelque chose qui relève de l'enfance parce que c'est le premier travail que je fais vraiment sur l'institution muséale. Mon père a été conservateur très jeune, quand j'avais 5 ans. Et donc l'institution des musées, les objets, le mystère qui les entourait, c'est quelque chose qui m'a accompagné en fait. Je me rappelle toujours l'odeur. Il y avait une maison traditionnelle qui était construite à l'intérieur de ce musée et souvent j'allais m'allonger là-bas. Donc il y a quelque chose aussi qui relève peut-être de ça aussi. Mais aussi, si j'évoquais votre papa, il est écrivain, dramaturge aussi, metteur en scène, l'odeur des bouquins, Exactement. Déjà l'esthétique des livres qui étaient alignés. Mais oui, beaucoup. Il m'a fait beaucoup aimer la littérature. C'était un poète et donc l'usage de la parole, de la langue, le fait même d'être dans les arts de la parole, je pense que ça a été mon premier maître et il le demeurera. Donc c'est quelqu'un dont je dois beaucoup. Comment se passait votre enfance à Kigali avec bien sûr un père qui, j'en suis sûr, était aussi fort occupé parce qu'il écrivait, parce qu'il mettait en scène. Vous le regardiez écrire Je le regardais écrire. En fait, j'ai grandi dans la deuxième ville du pays qui était à Boutaré. C'était une ville universitaire. Il avait un pavillon où il allait écrire qui était un peu mystérieux. Donc on allait voir qu'est-ce qui se passe là-bas parce qu'il allait s'isoler dedans. Et donc il y avait effectivement la bibliothèque impressionnante. Il y avait ces moments où il devait être dans une forme de solitude. Puis il revenait de là. Comme il avait une compagnie, il y avait toujours les séances du dimanche qui se passaient alors vraiment sur une scène qui était dans une clairière d'une forêt. Et donc c'est des moments comme ça qui m'ont beaucoup accompagné, mais qui m'ont fasciné aussi. Ils m'ont fasciné de voir la danse, les gens au Rwanda, la danse est tellement importante. La danse et la poésie sont les arts majeurs du Rwanda. Une mise en scène en pleine nature. Une mise en scène en pleine nature, exactement. Et ça vous a aussi donné ce goût de la protection de la nature, en tout cas de faire des spectacles dans des milieux ouverts et pas fermés. Oui, je pense que j'ai fait beaucoup
une carrière pendant plus de 20 ans dans les institutions de théâtre. Ce sont des lieux fermés où il n'y a quasiment pas de fenêtres, où le public est dans une position statique. Et donc on est invité à regarder, mais on n'y participe pas d'une certaine manière. On n'est pas interpellé pour interagir avec ce qui se passe là. Et alors cette envie est née comme ça aussi, de retrouver un autre rapport au public, sans doute de le spectateur, de ne pas le laisser tranquille, juste comme ça. En fait, de lui-même lui faire un travail. Nous parlerons donc de votre pièce que vous avez donnée ici au musée, donc à Dakar. S'il prenait la parole, que nous diraient les masques africains exposés dans les musées ethnographiques européens? Je vous renvoie bien sûr la question. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Quand on regarde les masques, c'est impressionnant. On est toujours happé par ses yeux. Et certains masques ont une telle expression forte qu'on a l'impression qu'ils vont prendre la parole. En tout cas, quand on les regarde, ils vous regardent aussi. On a l'impression qu'il y a presque un dialogue qui va s'installer. Et on se dit, waouh, depuis combien de temps se trouve ce masque dans cette vitrine, dans cette institution? On l'a déménagé de tel autre. Et il y a une mémoire qui est attachée à ces objets. Et de là, vraiment, l'envie de pouvoir leur donner la parole, qu'ils nous confient leur chemin, leurs secrets, ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été témoins. Et ce chemin, quand on le regarde, il est long, il passe par des étapes absolument incroyables, mais c'est aussi la raison de regarder en arrière, de reconsidérer l'histoire. Ça nous permet de comprendre le présent. Et donc je pense que les masques sont à ceux qui ont fait ce voyage de l'Afrique au continent européen. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. À quel moment vous vous êtes intéressé au masque, le masque vous a interpellé et vous êtes mis quand même à le regarder, à pénétrer son âme, à vous dire que c'est l'objet aussi d'une création, indépendance de son rôle d'initiation ou de rituel? J'ai toujours été intrigué par le rituel pour le fait que je ne l'ai pas connu. Au Rwanda, qui est un pays de monoculture, le rituel a été quasiment éteint, presque, surtout par la combinaison colonisation et église catholique, qui ont vraiment presque effacé le principal rituel qu'on trouvait là. Nous sommes dans un pays où le masque est peint immédiatement sur le visage et donc il n'est pas fabriqué de façon physique et donc il en est resté très peu de vestiges. Mais le mythe qui entoure ces cultes, qui déjà rend vraiment très mystérieux, qui m'a donné toujours l'envie d'aller gratter de ce côté-là pour voir ce qui s'y passait vraiment. Et puis il y a le récit qui les entoure, alors qui vient de la colonisation, qui fait que les gens en ont peur. Et qui fait. Et je commençais à me dire, tiens, la première visite que j'ai fait dans un musée comme ça, c'était en 1995 à Tervuren. Le grand musée belge. Le grand musée belge de Léopold II. Ouais. C'est vrai que j'ai été confronté à ce qu'on appelle là-bas la salle des cultes, à des objets qui viennent de partout, mais un patrimoine que personnellement je n'avais pas eu la chance de connaître dans ma jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Je trouvais cette situation tellement étrange que, en tant qu'Africain, il me faille complètement aller à 1000 lieues pour accéder à la mémoire du continent. Parce que ici en Afrique, on n'enferme pas les masques. Les masques font partie de nous, font partie du rituel, ne sont pas de la danse. Exactement. C'est un univers qui est en relation avec, bien sûr, les êtres qui l'ont conçu. Totalement. Je les ai trouvés, oui, comme qui dirait aller visiter un être connu dans un pénitencier. Ils sont enfermés dans des vitrines. Ils sont aussi enfermés dans un récit. Ils sont toujours accompagnés d'une légende qui les classe, qui leur donne une nomenclature, qui les explique et donne une histoire. Et j'ai trouvé aussi que ça les enfermait dans un regard. Et que ce récit qui les entoure invite les spectateurs à leur porter le regard, mais qui est très indiqué.
Et donc c'est aussi une prison. Oui, on reviendra sur la mise en scène. Vous mettez à l'épreuve quand même le spectateur. Mais en regardant votre pièce, ce masque qui est peint, en fait, le masque, en fait, je me dis, est-ce que parfois vous n'avez pas été aussi fasciné par le théâtre no japonais? J'en parle d'ailleurs. J'en parle. Le visiteur, le personnage visiteur parle du théâtre no. Il se pose la question, est-ce que ces masques finalement qui fascinent, sont-ils différents des masques de l'acteur du théâtre no? Effectivement, l'acteur du théâtre no regarde pendant des heures son masque pour en prendre l'âme. Avant de le mettre, et ce sont les mêmes masques qui ont traversé le temps depuis le XIIIe siècle. Et il y a quelque chose là comme ça qui me fascine effectivement quand je regarde l'actrice Nathalie Vérac qui incarne le masque. Ça me fait effectivement penser, il y a des unités dans les arts de représentation, et donc il y a une très très grande proximité, souvent beaucoup plus qu'on ne le dit, entre l'Afrique et l'Asie aussi. Et ça veut dire qu'il y a aussi parmi les masques quand même une grande proximité aussi, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, ou que ce soit un peu partout, même chez les Lapons peut-être. Totalement, mais c'est des choses qui sont connues, sans même aller dans les spiritualités. Le masque désinhibe, permet à celui qui le porte d'être là, au-delà du surmoi, et donc de pouvoir libérer totalement, se libérer de la contrainte du corset social, des choses apprises, de l'étiquette. Mais ça, c'est connu quand même dans pas mal de populations du monde. Vous écoutez toujours Au fil du temps, qui reçoit Dorcy Ruganga, acteur, dramaturge, écrivain et directeur aussi de centre d'art à Kigali, pour sa pièce Les Restes Suprêmes. Peut-être que parfois chez les spectateurs il y a une confusion, ils pensent que vous parlez du masque, or ce n'est pas le masque qui vous intéresse, mais c'est plutôt le musée dans lequel est enfermé ces masques, aussi bien physiques que du point de vue du discours. Exactement. Est-ce que ça a un rapport avec la restitution d'abord des objets en France? C'est un sujet qui est évidemment dans le débat public, qui est très important, qui exige une autre expertise et une expertise juridique. Moi, je m'inscris en tant qu'artiste dans une autre question qui est tout aussi importante, qui est la curation de ces masques, leur exposition d'une forme de mise en scène, quoi qu'on en dise. L'invitation justement qui est faite aux visiteurs qui rentrent là-bas, de les regarder d'une certaine manière. Et ça, c'est une question qui concerne moins ces masques que le musée, que celui qui a fait cette mise en scène. Notamment, une des choses qui frappe quand on va au musée de Tervuren, c'est que ces masques, ces œuvres de l'esprit, cohabitent dans une institution avec la jungle, avec la faune et la flore. Ce qui est une forme d'essentialisation, qui ne dit pas son nom, parce qu'on les présente quasiment comme une émanation d'un environnement naturel. C'est pour ça que les restes suprêmes, ce qui se fait au musée des civilisations noires ici à Dakar durant la biennale, c'est qu'on expose un musée dans le musée. Si on avait voulu juste montrer les masques, on aurait invité le spectateur à l'intérieur des structures. Mais on l'invite à l'extérieur pour qu'il regarde même le musée et le questionne aussi. Campons bien le décor. Vous avez donc 4 espaces, avec bien sûr enfermé dans presque un caisson, parce qu'il y a des lattes, et le spectateur regarde à travers les lattes, ce qui lui permet de se contorsionner, de regarder. C'est vrai. Mais c'est chercher effectivement la part dynamique chez le spectateur, de l'inviter à faire lui-même aussi, à se forger son point de vue. Il a la possibilité de changer de position, de changer de place, de contourner la structure, de changer de perspective. Et donc, c'est une forme de dynamique d'assister à quelque chose. Il y a une autre raison, c'est que on invite vraiment le spectateur à être voyeur. C'est-à-dire, il regarde entre les interstices
presque comme dans une trou de serrure, comme ça se ferait pour une vérité de famille cachée. Et ça, c'est parce que les sujets qu'on aborde à l'intérieur des structures sont souvent dans les récits officiels dans un angle mort. On n'en parle pas. Il y a des choses dont on ne parle plus, qu'on ne retrouve plus dans les livres d'histoire consacrés, qu'on ne trouve pas dans les encyclopédies. Or, c'est une réalité qui a existé, dont les masques ont été témoins. Et comme de toute façon, on ne nous invite pas à considérer ce récit, le spectateur n'étant pas invité, il regarde par effraction ce qui se passe par exemple dans le cabinet du professeur Pi. Quand je dis le spectateur ne regarde pas seulement, même s'il est voyeur, mais son corps aussi danse. Oui. Parce que à travers pour suivre les acteurs, parfois on les voit cachés, parfois effectivement ils sont exposés. Et lui, le spectateur, son corps aussi danse entre les lattes qu'il essaie de regarder. C'est un mouvement totalement que vous impulsez totalement. À la première, enfin, on a souvent plus de monde que la capacité qu'on avait imaginée. Ce qui a amené à ce que des spectateurs doivent gagner leur place. Donc, aussi se contorsionner, aller voir si par en dessous peut-être on trouvera plus de place ou un meilleur angle de vue, ou à faire des coups de tout simplement pour pouvoir être là. Il y a des obstacles aussi, parce que parfois on se retrouve derrière une bibliothèque, on doit regarder entre les livres. Et donc ce mouvement dynamique, c'est comme une ruche, avec les spectateurs qui sont autour, c'est une danse. Effectivement, il y a quelque chose que j'ai trouvé très très beau, en regardant les spectateurs regarder depuis l'extérieur ce qui se fait dedans, et donc certains spectateurs sont invités dedans aussi. Oui, voilà. Il faut gagner sa place, ce qui fait aussi que parfois on est dans une position plutôt de spectacle sonore et pas visuel, parce que quand on ne s'approche pas, on est de l'autre côté, on écoute plutôt la pièce, on écoute plutôt la narration. Totalement. Ça, je ne l'avais même pas imaginé comme ça, mais à la première, par exemple, il y avait beaucoup de monde. Il y a certaines personnes ne se trouvaient pas du tout dans la possibilité de regarder parce qu'il y a beaucoup trop de monde, et se sont tout simplement plutôt mis en retrait pour écouter. Et comme vous avez fini par comprendre le principe, certains anticipaient aller vers la structure qui va suivre mais j'ai trouvé qu'il y avait une force dans cette visite déambulatoire. Parce qu'on se déplace. Bon, il n'y a pas une scène à l'italienne, mais on déambule. Mais il y a les actes, les 4 actes, quand même, avec ce rideau qui se ferme, mais qui n'est pas un vrai rideau. Oui. Autant d'espace, autant d'actes que vous déroulez. Et quand le rideau s'abaisse, c'est fermer les yeux. Exact. Obscurité totale. Et on se déplace dans un autre lieu. C'est ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé à tracer ce parcours et à faire qu'il y a des rideaux invisibles, aussi des actes qui ne sont pas comme au théâtre classique? En fait, c'est tout. Je voulais un théâtre. Après, c'est toujours difficile d'utiliser les grands mots, mais je voulais quand même un théâtre de tragédie qui, cette fois-ci, s'inspire de notre tradition. De la même manière que les Grecs se sont inspirés effectivement de leur propre culte. Pour le peu que j'ai pu savoir en étudiant les cultes africains et les rituels, il y a une force extraordinaire, il y a une théâtralité qui est extraordinaire, même que des gens ont déjà Jean Rouch montrait des choses comme ça quand il a filmé Le Maître Fou. Et qui lui a valu quand même pas mal de critiques. Ils ont valu pas mal de critiques de la part des Africains comme des Européens. Mais c'est fascinant, c'est quelque chose qu'on cherchait beaucoup de maîtres au théâtre, que Artaud allait chercher chez les Mexicains, que d'autres, en buvant du peyote, pour retrouver cet état qui permette effectivement d'être au-delà du réalisme. Et ici, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le masque, évidemment, le masque avec ses yeux, c'est le côté onirique, où il va nous amener dans une réalité complètement fantastique aussi. Mais comme on se déplace dans la mémoire c'est quelque chose d'immatériel, mais qui est bien réel, il fallait trouver un dispositif
qui permettent à ce que ces espaces racontent des espaces physiques qui ont eu lieu, mais qu'eux-mêmes puissent être juste des espaces mentaux. C'est pour ça que le masque dit ferme les yeux et il disparaît. Et quand il dit ouvre les yeux, il apparaît. C'est la mémoire, c'est dans la tête, on est dans la tête du masque. Il est difficile de résumer quand même votre pièce, parce que si j'ai bien compris, c'est que peut-être c'est 3 siècles aussi de colonisation, de voyage aussi du masque. Comment est-ce qu'on peut résumer quand même une histoire de 3 siècles en un spectacle de plus d'1 heure, 1h30 ou à peu près? Il faut faire des choix. On ne peut pas prétendre être exhaustif parce que c'est une matière énorme qui recoupe un territoire. L'Afrique est tellement grande, des époques aussi différentes. J'ai procédé par rechercher ce qui étaient les points les plus saillants et les plus significatifs, ceux qui nous permettent encore de tirer le fil et de comprendre le monde dans lequel nous vivons, de comprendre la réalité de ces masques. Quand on va à Tervuren, évidemment, on est frappé non seulement par la rareté des pièces qu'ils ont, mais par leur nombre. Il y en a plus de 600 000. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que on vit d'un continent, de son patrimoine. On sait que la plupart, la majorité des pièces du patrimoine africain se trouvent au dehors du continent. Donc c'est ça qui est le fil qui est tracé, et je trouve qu'effectivement c'était une des manières de traiter d'une histoire qui s'étale comme ça sur une longueur du temps, c'est de suivre la traçabilité d'un objet. De dire cet objet, avant d'être ici, il était dans une autre institution. Cette institution n'existe plus. Pourquoi a-t-il changé? Pourquoi est-ce que ce masque a changé de nom? Pourquoi on ne le classe plus et à chaque fois qu'on suit un objet comme celui-là, on se rend compte que ça nous raconte beaucoup sur l'époque où le masque s'est trouvé ici, où on le traitait comme, je sais pas, puis après il est devenu une pièce d'art, après c'est devenu le vestige d'une civilisation primitive. Maintenant on parle d'art premier, et maintenant le temps on commence. Et s'il y a quelque chose comme ça qui déjà d'entrée de jeu s'inscrit dans le cours de ces masques et qui donne un canal intéressant. Pour résumer quand même ce parcours, il vous a fallu consulter quand même pas mal de documentation, parce que quand même c'est tellement condensé, tellement serré, vu la masse de documents qu'on doit consulter pour effectivement tracer ce chemin que vous venez de découvrir, de nous dire. Absolument. D'abord m'intéresser pas seulement au livre, mais vraiment aller voir quand c'est possible, dans ce que peut comprendre justement des cultes africains, mais aussi lire des choses qui sont devenues quasiment apocryphes parce qu'on n'en parle pas. Il y a quelques livres de référence. Par exemple, un livre d'un Américain qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui a écrit La malmesure de l'homme, où on retrouve ses études, ses recherches scientifiques qu'ont fait Flores pendant un temps, qui moi m'ont permis effectivement de construire le personnage du professeur Pi. Alors ce sont des livres qui n'ont rien à voir avec l'art, voire avec la littérature, qui sont plutôt des livres scientifiques, mais qui permettent vraiment de comprendre beaucoup de choses. C'est d'autant plus difficile une matière comme celle-là que ce sont des recherches, des livres qui ne sont pas mis en valeur ni dans les bibliothèques, donc il faut aller gratter pour les trouver. Il y a des découvreurs, il y a des écrivains auxquels je rends hommage souvent parce qu'ils ont été comme Sven Lindqvist, qui est un écrivain suédois, qui a écrit ce livre qui s'appelle Exterminer toutes ces brutes, et qui a été un de ces personnes qui ont été exhumées des écrits, des choses qui étaient complètement cachées, dont on ne voulait pas parler. Et donc ce sont des guides, comme ça, ce sont des scouts, des éclaireurs.
Il y a la documentation, ce qu'on a amalgamé, ce qu'on a ingurgité, mais il y a aussi leur mise en scène, je dis, dans l'écriture, aussi bien poétique, dans ce discours, quand même, qui est une véritable performance. Totalement, parce que, effectivement, comme je disais, c'est pas une matière qui est facile à traiter en littérature. Ce sont des livres scientifiques qui sont extrêmement ennuyeux à lire pour le grand public. Et c'est là que je pense que l'art, les arts de la scène, l'art vivant, permet de trouver un médium qui permet tout simplement une chose interactive. Avec une matière qui au départ était assez sévère, un peu comme ça, mais le jeu, le théâtre, les arts plastiques et visuels nous permettent alors d'y accéder par une autre porte, par d'autres perceptions et de façon plus subite. Donc la vertu de la parole, du texte qui est dit, oui. Parce que quand même il y a le choix des mots. Totalement. Il y a le fait aussi d'avoir en tête la limpidité du discours pour que le spectateur puisse lui-même entrer aussi dans ce que vous proposez. Exactement. Et là, je pourrais dire vraiment, l'acteur est un médium. Il est un médium, il offre beaucoup. Il faut trouver les bons acteurs aussi qui acceptent, qui ont l'envie d'être à cet endroit, qui n'est pas facile. Mais l'acteur propose beaucoup. Il propose son corps, il propose sa voix, il propose son souffle et son esprit aussi. Parce qu'il permet de tourner peut-être par l'humour des choses qui n'étaient même pas à la base écrites pour être drôles. De trouver l'hiatus et la dérision qu'il y a dans des choses qui peuvent paraître sèches. Il faut trouver des acteurs qui acceptent de traverser, de trouver, je pense en disant ça, par exemple à François Souffer qui incarne le professeur Pi, à Marc Soriano qui incarne ce général belge, ou à Nathalie Vérac qui accepte vraiment de se mettre dans la peau du masque et avec une force d'expression et d'incarnation qui permettent vraiment au spectateur d'accepter cette fiction, d'accepter de se laisser aller à ce petit mensonge, parce qu'il peut voir très bien que ce n'est pas un masque, un vrai, mais quand même parfois avec le talent de l'acteur, le spectateur se laisse emporter par le récit, par la fiction qu'on lui propose. Vous parlez des spectateurs, moi je dirais un spectateur acteur, parce que effectivement il rentre aussi dans la scène. Exactement. Pardon, il rentre aussi dans votre composition. Il n'est pas seulement derrière, c'est l'acte, mais vous les faites pénétrer aussi à l'enceinte même de de cet enfermement-là. Du dispositif. Ouais. Bien sûr, et c'est pour ça que les performances ne sont jamais les mêmes. Parce que les gens qui viennent voir ne sont pas les mêmes, mais le masque a la possibilité, a le choix de choisir telle ou telle personne, de l'interpeller. C'est aussi un masque qui a de l'autorité, qui a un bâton, voilà, et qui ouvre les portes et qui les referme. Et qui peut avoir de l'ascendant sur les gens. Et donc ça, cette part dynamique aussi invite, voilà, c'est un acteur exactement. Vous nous parlez des comédiens. Bon, il faut dire qu'il s'agit d'une collaboration panafricaine, rwando-sénégalais, Rwanda. Donc Art Initiative a collaboré et coproduit avec la compagnie de la Lune Nouvelle, dirigée bien sûr par la comédienne Nathalie Vérac. Comment s'est opérée cette jonction ? Alors moi, ça fait des années que je viens travailler au Sénégal. Je suis un ami du Sénégal, comme il y a beaucoup de Sénégalais qui sont des amis du Rwanda. J'avais un ami qui était un compagnon de route, un artiste avec qui j'ai travaillé, collaboré pendant 16 ans, qui était sénégalais, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Younous Diallo. Un des acteurs qui est là est un des jeunes que nous avions formés déjà à cette époque-là. Et donc l'idée de faire quelque chose qui soit réellement panafricain, c'est un rêve que nous portions.
Et ce projet, qui est le deuxième projet, en fait, qui est une collaboration vraiment entre le Rwanda et le Sénégal, après un autre que j'avais fait avant, qui s'appelait Blood Niggers, dont le rôle essentiel était incarné par Younous Diallo. Et donc cette envie a toujours été là. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, comme je le disais, moi je viens d'un pays où il n'y a pas les masques physiques. Ils existent, mais sauf qu'ils sont comme dans ces terres qui s'étendent du Sud-Soudan à notre région, peints sur le visage. Et donc, arrivé au Sénégal, dans une autre ère géographique, j'ai toujours été intrigué aussi par voir comment le masque danse ici aussi. Et donc ça m'intéressait beaucoup. J'ai commencé à travailler sur le projet, et puis en rencontrant à Bamako un jour Nathalie Vérac, je me suis dit ça c'est peut-être l'actrice que je cherchais, parce qu'elle fait des performances, elle a une capacité de pouvoir entrer en transe, et je me suis dit quelqu'un qui pourrait correspondre à ce théâtre tragique inspiré des cultes de chez nous, qui pourrait en tout cas comprendre cet univers et essayer de prendre cette route. Et c'est comme ça qu'a démarré aussi dans la production. Alors ça, on a commencé par une collaboration artistique, tout simplement le projet porté uniquement par Rwanda Arts Initiative. Et puis quand il a fallu vraiment créer le projet, mais le créer aussi pour la Biennale, ça me paraissait tout à fait naturel d'y collaborer avec une compagnie sénégalaise, et que on aille dans tous les sens du terme. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Ici, il y a des acteurs qui habitent le Dakar, d'autres qui sont venus du Rwanda. Et dans tous les niveaux, on trouve cette collaboration. C'est quelque chose qui me rend vraiment très heureux. Il y a eu des répétitions, ou bien celle d'inspiration était libre? Non. Il y a eu des répétitions. Donc, nous sommes venus, moi je suis venu ici pour faire plusieurs ateliers. On a bénéficié vraiment de beaucoup d'institutions ici, de l'aide de Haj Malik par exemple, qui a été le premier à nous avoir ouvert les portes du musée pour qu'on puisse travailler au milieu des masques, des œuvres, des statuettes. Et c'était quelque chose d'assez impressionnant puisque c'était assez rare. De la bienveillance et vraiment des conditions assez particulières aussi par le musée des civilisations noires. Tu nous as donné du temps pour travailler, où l'œuvre va rester quasiment plus d'un mois. Ce sont aussi des institutions que je connais, où je reviens souvent, le Grand Théâtre National de Dakar, qui nous a accompagnés dans la technique. Toutes les lumières qu'on trouve là viennent du Grand Théâtre, et toute l'équipe de régie qui est là. Et c'est aussi cette collaboration. Ce qui me plaît dans ça, c'est que finalement, on peut, comme artiste d'expression, je vis en Occident depuis plus de 25 ans, trouver beaucoup plus de moyens sur le continent. Avoir des conditions beaucoup plus grandes pour explorer, pour travailler, pour avoir des ambitions aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, même dans la dimension de cette œuvre, dans son ambition, ça naisse ici, ce soit d'abord vu par les publics d'ici, avant de partir ailleurs. Et cette idée de parler de l'Afrique, mais d'en parler depuis le continent, et d'en parler surtout avec les premiers interlocuteurs des populations du continent, est une dimension panafricaine qui me tient beaucoup à cœur, et j'espère que ce projet pourra circuler, aller de région à d'autres, partir à Kigali, partir dans d'autres villes où forcément le sujet trouvera beaucoup de résonance. Depuis 2020, le point de départ c'est 2020, vous avez commencé à travailler sur ce sujet-là, et la concrétisation c'est en 2022. Travailler sur un sujet comme ça pendant 2 ans, oui. Quand c'est préoccupant, c'est tenace, je veux dire. Il faut avoir de la résistance, il faut y croire aussi. C'est pour ça que le désir est toujours quelque chose de très important, parce que si on est fatigué, si on est découragé, le désir reste et vous tire
parce que c'est là où réside la force, je pense, de continuer. On l'a travaillé. Moi, je travaille toujours par work in progress. Parce que ce qu'on écrit sur le papier reste quand même beaucoup. Voilà, ça peut être une spéculation tant qu'on ne l'a pas essayé sur le plateau. Seul le plateau parle. Et donc, on ne peut pas prétendre justement comme ça, d'un premier jet, arriver à matérialiser complètement quelque chose qui vous vient de l'esprit. Et donc le plateau est très important, donc on passe par étapes. On a commencé par une étape à Bruxelles au Théâtre National, et puis après, voilà, ça marche, peut-être ça marche pas. On repasse à une autre étape d'essai, et à chaque station, on montre aux gens. On montre aux gens, c'est comme un pain, parfois ils nous disent il est cuit, mais il n'est pas, peut-être pas assez cuit, ou peut-être qu'il est totalement cramé. Et c'est ce chemin par étapes qui nous a menés à la première ici, à la Biennale de Dakar. Une dynamique qui fait aussi que le feedback vous aide aussi à progresser. Vous n'imposez pas seulement, mais aussi il y a les remarques, il y a les suggestions du public, des amis aussi, qui vous permettent d'apporter des corrections. Totalement. Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de spectateur-acteur. Il est effectivement acteur. Parfois, une chose peut être créée, elle n'est pas reçue, et les gens ne la ressentent pas, ne l'accueillent pas. Un spectateur qui n'accueille pas la proposition qu'on lui fait, ça se remarque aussi. Et au théâtre, souvent, les gens commencent à dormir après 15 minutes, ce qu'on n'a pas réussi à les capter ni à les accrocher. Et ce feedback est très important. Se regarder comme dans un miroir, dans la réaction du public, dans ce qu'il dit, et puis aussi de la critique des journalistes, des témoins en fait, parce que celui qui propose se trompe toujours. On ne peut pas dire que le public se trompe. C'est lui qui n'a pas trouvé le chemin d'aller les chercher, de trouver la connexion qui permette justement à ce qu'ils rentrent, s'approprient une proposition qu'on leur fait. Pour mettre au point ce spectacle, plus d'une soixantaine d'artisans, de techniciens, d'artistes de toutes les disciplines qui ont travaillé bien sûr pendant 1 mois et demi pour construire ces installations de 300 mètres carrés. Qu'est-ce qui a déterminé justement ce choix, cette mise en scène? Vous avez dû dessiner d'abord avant, oui. Faire des croquis pour voir ce qui peut fonctionner comme espace. En fait, on s'est donné la possibilité de ne pas penser à travers les contraintes. C'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on va se dire, ah tiens, tel projet, je ne vais pas écrire une pièce où il y aurait 60 personnes ou 50 parce que personne ne la financera. Ou alors, j'ai commencé à me dire, je vais me libérer complètement de ce qui relève de la production pour penser tout simplement de ce qui serait idéal tel que je l'imagine. Et bien avant, enfin, il y a plusieurs années, j'ai montré un premier croquis à Matt Didi, qui est le scénographe de Reste Suprême, en lui disant, moi j'imagine un chemin, mais que ce chemin soit aussi un chemin architectural où on reconstituerait. Alors il a rigolé, il m'a dit, j'espère que tu vas gagner des millions. Non seulement je vois pas ça peut pas rentrer dans un théâtre, et puis c'est tellement grand, où est-ce que ça trouverait? Je dis, je sais pas, délirons, essayons quand même d'imaginer une forme déambulatoire où on pourrait se déplacer de forme en forme comme ça. Vous écoutez toujours Au fil du temps qui reçoit Dorcy Ruganga, acteur, dramaturge, écrivain et directeur aussi de centre d'art à Kigali, pour sa pièce Les Restes Suprêmes. Il y a quelque chose de paradoxal que vous soulignerez peut-être en spectateur en disant, bon, vous désarticulez le musée, et en même temps le spectacle se passe dans un musée. Oui. Qui vous accueille. Oui. C'est ça, c'est assez oui, c'est comme les poupées russes, donc c'est un musée qui se trouve dans un musée.
Et j'espère que le musée des civilisations noires pourra le regarder avec beaucoup d'humour aussi et de retenue, enfin, de recul par rapport à ça. Et de se dire, mais la question demeure, faut-il emmurer les objets? Il y a quelque chose qui m'a étonné quand même en parcourant votre carrière, c'est que vous avez écrit tellement de pièces, je crois que c'est 8e pièce que vous écrivez, mais vous ne les mettez pas en scène. Pourquoi confier la mise en scène à d'autres alors que vous-même vous êtes chorégraphe, vous êtes metteur en scène, vous êtes dramaturge? Mais en fait, je suis metteur en scène et acteur aussi. Et c'est d'ailleurs été ma formation au Conservatoire Royal d'Art Dramatique de Liège. Et je trouve que c'est deux positions différentes. Quand j'écris quelque chose, je trouve que c'est pas sain de l'écrire et de le jouer en même temps. Et donc il faut, et souvent sur des pièces que j'écris qui sont mises en scène par d'autres, c'est parfois que j'y joue. Et donc je préfère à ce moment-là que quelqu'un d'autre s'en empare et que je me trouve dans la position juste comme un acteur et qui va porter. C'était le cas par exemple sur Bloody Niggers, donc c'est pour ne pas occuper à la fois les trois positions et pour laisser quelqu'un d'autre proposer une interprétation qui parfois n'est pas du tout la même que celle qu'on a imaginée au départ, mais ça veut dire aussi que c'est un texte vivant. Certains de vos collaborateurs, vous avez fait avec eux plusieurs pièces que vous avez écrites, d'autres pas du tout. Comment se fait le choix de cette collaboration et qu'est-ce qu'au fil du temps ça a engendré aussi comme lien? Il y a, ça crée une famille. Il y a des familles artistiques. Je parlais tout à l'heure de Younous Diallo, donc qui est un acteur pour qui j'écrivais parce que je le connaissais. Mais c'est pas seulement que j'écrivais pour lui, c'est que il me donnait envie aussi d'écrire, et que j'écrivais en fonction de ce que je pense qu'il pourrait réellement être sa force. Il y a des comme ça des collaborateurs qui vous inspirent. Mais là ici par exemple aussi je fais le 3e travail avec Matt Didi. Alors ce que ça fait c'est qu'on finit par se composer un langage commun et que ça devient de plus en plus facile d'avoir un collaborateur, de travailler par exemple avec un scénographe. Il n'a plus besoin que vous lui traduisiez ce que vous êtes en train de dire, même si ça peut paraître vague ou encore approximatif, ou que les idées, on n'a pas encore la précision exacte de chaque chose. Alors cette complicité, cette route prise ensemble rend la collaboration d'autant plus facile d'une année à l'autre. Et on peut même anticiper sur ce que ça rend très très facile, ça permet d'aller vite. Comment, dans une mise en scène, on travaille le déplacement des comédiens par rapport à l'espace? Il y a certains qui tracent des lignes il y a d'autres peut-être qui qui laissent libre cours à l'inspiration du comédien d'occuper les espaces. Et vous travaillez comment? Moi, j'ai toujours travaillé en mettant les acteurs sur le plateau avec un texte qui est un draft, qui n'est pas donné, il n'y a pas de sacralité ni de fétichisme du texte. Je leur donne pas un texte en disant, bon voilà, c'est ça, il faut le jouer. Je donne une base et c'est en les regardant avec la proposition que ça me permet de revenir à la copie et de dire, je pense que c'est ça qui va fonctionner avec tel acteur. Mais aussi, surtout, je ne peux pas tracer, je ne peux pas indiquer le chemin à un acteur, lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que je n'y crois pas. Je crois aux acteurs de proposition et qui peuvent alors vous donner le meilleur de ce qu'ils ont. Quand on dessine quelque chose, c'est construit, c'est pensé en amont et on n'est jamais sûr en le faisant, on pense pour l'autre. Alors que l'autre a peut-être beaucoup plus de ressources qu'on ne l'imagine et que un chemin va lui paraître beaucoup plus inspirant qu'un autre qui peut être très juste. Ce qui veut dire que je ne pourrais par exemple pas aboutir à la même mise en scène avec des acteurs différents. C'est la part de l'acteur.
l'acteur crée le rôle. Et comme il crée le rôle, l'écrivain crée le personnage, mais c'est l'acteur qui crée le rôle, qui l'habite, qui lui fasse, qui propose. Donc cette liberté, vraiment, j'aime bien la donner, comme aussi j'aime bien la recevoir quand je vais jouer sur scène, incarner pour quelqu'un d'autre. J'ai plus besoin de quelqu'un qui me parle beaucoup plus de son univers et qui peut me dire là ça marche, là ça ne va pas, que celui qui serait autoritaire et m'indiquerait là où il faut aller, à gauche ou à droite. Un acteur, c'est le travail du corps, c'est le travail de la voix aussi. Oui. Entre ces deux, quel est le plus important pour vous? Je crois que le plus important, c'est le corps. Je pense que le plus important, c'est le corps, parce que c'est le corps qui parle. La parole doit vraiment surgir du corps. Et le corps, c'est vraiment incarné, c'est étymologiquement mettre de la viande sur quelque chose. C'est vraiment l'habiter, c'est être dedans. Et il n'y a rien de plus dérangeant pour moi quand on voit sur cette scène qu'on voit certains acteurs qui ont investi, mais beaucoup dans le phrasé, qui disent les choses d'une manière tellement ciselée, mais que finalement ça ne s'arrête que à la tête et que le corps ne se meut pas, ne danse pas, ne correspond pas finalement. Alors ça devient juste une chose totalement cérébrale. Et on n'y croit pas. Si on coupe le son, on n'a pas l'impression que c'est ça que ça nous raconte. Mais je pense que le corps de l'acteur est sa base première et c'est de là qu'il part et qu'il incarne le personnage. Il faut avoir du flair, de l'intuition pour dire tel Arthur, parce que vous donniez l'exemple avec Nathalie Vérac, vous l'avez vu et vous dites tiens, celle-là peut incarner le masque. Comment vous travaillez en fait cette intuition, est-ce que c'est à l'écrit ou bien est-ce que c'est le visuel qui vous guide dans le choix de vos comédiens, de vos collaborateurs, je veux dire? Je pense que c'est une question de ressenti. Un acteur, c'est d'abord, avant tout, quelqu'un avec qui vous allez vous entendre, trouver un langage très vite. C'est aussi du désir, en fait, de dire à cette personne m'intéresse, j'ai envie de travailler avec elle, je vais lui proposer un chemin, il y a quelque chose qui va... Et c'est la qualité d'un dialogue, et puis c'est la possibilité aussi de se tromper. Et ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir de très, très, très bons acteurs, mais finalement, dans le rapport, vous n'allez peut-être pas trouver le chemin de la rencontre. Et si le chemin de la rencontre ne se fait pas, on a beau tout essayer, ça ne passera pas. Il faut que quelqu'un puisse non seulement partager votre vision, mais vos valeurs. C'est un combat. C'est un combat... pas tout le temps, il y a des choses qui sont faites juste pour le divertissement, mais il y a d'autres enjeux. Travailler sur Reste Suprême, sur une histoire comme celle-là, demande quand même un minimum de foi pour ça, pour la société, qu'on a envie de laver de cette mémoire-là, ou en tout cas, on espère qu'elle sortira de ces structures mentales comme autant de grottes et qu'il pourra trouver de l'air pur à la sortie, quoi. Avec Gaël Fall, qui est aussi votre compatriote, oui. Camilla, c'est la culture urbaine, c'est pas le théâtre. Oui. Comment est née cette idée? C'est vrai qu'il fait de beaux textes, d'excellents textes, et sont un excellent rappeur aussi, en fait, musicien de la culture urbaine. Non, Gaël Fall, c'est un ami, c'est quelqu'un dont j'ai découvert la musique, et puis après la littérature, qui est un homme d'une grande qualité, d'une grande culture aussi. Et j'ai trouvé que son livre avait quelque chose c'est un livre d'une génération,
qui parle, il s'est mis dans la tête d'un enfant. Il a proposé comme ça un personnage de Gabi. Et donc il s'est mis un peu comme vous disiez, il y a des gens qui descendent, qui changent la perspective, qui se mettent à regarder depuis la taille de l'enfant, et on ne voit pas les choses de la même manière, ça change la perspective. Et ce livre parle du Burundi, il parle du Rwanda aussi, et il parle d'une génération qui à un moment donné a dû faire face à la violence, à la guerre. Et je trouvais que c'était dommage que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou ceux qui ne parlent pas nécessairement le français ne puissent pas avoir accès à cette littérature d'un talent qui vient de chez nous. Et donc j'ai une maison d'édition à Kigali qui publie des livres en Kinyarwanda. Et Petit Pays de Gaël Faye a été le premier livre par lequel on a commencé, que nous avons mis en livre papier, en livre audio, qui passe à la radio de manière feuilletonnée. Et ça, c'est une force extraordinaire, parce que ça va jusque dans les campagnes les plus reculées. Ça permet même à des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, à des grands-mères qui se trouvent loin des axes, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à la littérature, d'écouter des histoires dans leur langue maternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et nous continuons sur cette lancée d'ailleurs, vraiment de ramener, on va faire une bibliothèque panafricaine de grands auteurs du continent. On les amènera dans la langue du Kinyarwanda pour qu'ils puissent aussi être traduits dans des langues africaines. Je trouve que voilà, ça c'est ce qui m'a intéressé dans la création de cette bibliothèque. Et que le fait que ce soit un artiste effectivement de la musique urbaine, lui-même, ce livre-là d'ailleurs raconte une réalité très urbaine. Et il y a une jeunesse des villes qui, alors c'était très important de pouvoir travailler là-dessus. Au fil du temps, c'est fini. Je vous rappelle que mon invité était Dorcy Ruganga, qui est acteur, dramaturge, écrivain, directeur de centre d'art à Kigali. Il est venu présenter sa pièce de théâtre « Les Restes Suprêmes ». Au fil du temps, c'est fini. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain, si vous le voulez bien. D'ici là, portez-vous bien.